Imaginez la scène. Vous vous trouvez dans une pièce d'une froideur brutale durant l'hiver de 1940, l'air si glacial qu'il semble piquer votre peau comme des aiguilles. Devant vous, un homme est contraint de plonger ses bras nus dans un tonneau rempli de glace et d'eau. Il y est maintenu, sous bonne garde, jusqu'à ce que ses membres soient entièrement gelés. On les retire alors, et un garde les frappe avec un petit bâton. Le son n'est pas le bruit sourd et humide de la chair, mais un claquement sec et ligneux, comme deux planches que l'on frapperait l'une contre l'autre. Il ne s'agit pas d'une chambre de torture médiévale, c'est un laboratoire. Et les hommes en blouse blanche qui observent, prenant des notes méticuleuses sur le processus des gelures et la gangrène qui s'ensuit, ne sont pas des fous au sens classique du terme. Ce sont des médecins et des scientifiques, opérant sous le commandement de l'une des figures les plus dépravées de l'histoire, un homme dont l'ambition avait métastasé en une psychose politique et scientifique, Shiro Ishii. Pour comprendre comment un homme de médecine, qui a juré de préserver la vie, a pu devenir l'architecte d'une cruauté aussi systématique, il nous faut remonter les couches de l'histoire jusqu'au nationalisme fiévreux et à l'ambition impériale du Japon du début du XXe siècle. Shiro Ishii n'est pas né monstre, mais il est le produit de son temps, suralimenté par une ambition personnelle grotesque et un manque d'empathie glaçant. Et maintenant, nous vous demandons de mettre la vidéo en pause et de vous abonner à notre chaîne. Pour que nous puissions continuer à créer des vidéos similaires, nous devons atteindre 1000 abonnés le plus rapidement possible. Merci. Né en 1892 dans la préfecture de Chiba, Ishii était le fils privilégié d'une riche famille de propriétaires terriens. Il était brillant, arrogant et possédait une volonté féroce de se distinguer. Diplômé du département de médecine de l'Université impériale de Kyoto, il fut rapidement promis à un grand avenir au sein de l'armée impériale japonaise, mais le prestige militaire conventionnel n'était pas son but. Il était captivé par une nouvelle et terrifiante frontière de la guerre, les armes bactériologiques. Après la Première Guerre mondiale et la signature du protocole de Genève de 1925 interdisant leur usage, Ishii n'y vit pas une interdiction, mais une opportunité. Il soutint avec passion, presque obsessionnellement, auprès de ses supérieurs que si l'usage de telles armes était interdit, leur développement ne l'était pas. Il voyait la guerre bactériologique comme l'arme asymétrique ultime, un moyen pour un Japon pauvre en ressources de dominer ses ennemis à peu de frais et de manière décisive. C'était un maître de la manœuvre politique, un vendeur de mort charismatique qui dépeignait des visions d'épidémies balayant les armées et les villes ennemies, une victoire silencieuse et invisible. Ses supérieurs, imprégnés d'une idéologie ultranationaliste qui prônait la suprématie japonaise, furent réceptifs. Ils ne virent pas en Ishii un fou, mais un patriote à l'ingéniosité pervertie. Ils lui donnèrent leur bénédiction et, avec elle, les graines de ce qui allait devenir l'unité Togo, le sinistre précurseur d'une installation dont le nom deviendrait synonyme d'une horreur inimaginable, l'unité 731. Le sombre moteur de sa vision était désormais alimenté, et sa première destination fut la vaste frontière sans foi ni loi de la Mandchourie occupée, un lieu où la vie des êtres humains n'avait aucune valeur et où les plus sombres fantasmes de la science pouvaient être déchaînés sans conséquence. La genèse de l'unité 730 et 1 ne fut pas une création unique et monstrueuse, mais une évolution, une croissance cancéreuse qui commença au cœur de l'établissement militaire japonais et métastasa dans le territoire occupé de la Mandchourie. En 1932, après des années de lobbying acharné et de présentation de sa sombre vision, Shiro Ishii se vit confier le commandement de la nouvelle unité Togo, une division secrète de recherche sur la guerre biologique et chimique cachée dans la forteresse de Jongma, une sinistre prison réaménagée au sud de Harbin. C'était le terrain de jeu d'Ishii, un endroit où il pouvait commencer à transformer ses abominations théoriques en armes pratiques. Mais la forteresse était trop petite, trop visible, et ses limites bridaient les ambitions grandioses d'Ishii. Une évasion de prison suivie d'une épidémie en 1935 força une relocalisation et, avec elle, une occasion pour Ishii de construire son laboratoire parfait à partir de rien. Il choisit un site dans le district de Pingfang, une zone rurale tranquille à seulement 24 km au sud de Harbin. C'est là, avec un budget qui vaudrait des milliards en monnaie actuelle, qu'il construisit une immense cité de la mort autonome. Le complexe de Pingfang était un chef-d'œuvre d'ingénierie perverse, une manifestation architecturale du mal systématique. S'étendant sur 6 km², il comprenait plus de 150 bâtiments, un écosystème cauchemardesque conçu dans le seul but de produire en masse la peste et de perfectionner la douleur.
Il y avait les imposants bâtiments administratifs, les dortoirs pour les milliers d'employés et leurs familles, le sanctuaire shintoïste, le cinéma et les bordels, tous les attributs d'une ville normale, un mince vernis de civilisation tendu sur un noyau de dépravation absolue. Mais en son cœur se trouvaient les véritables centres de son existence. Les blocs carcéraux massifs et lourdement fortifiés, capables de détenir des centaines de captifs à la fois, les laboratoires de pointe équipés pour cultiver les agents pathogènes les plus mortels du monde, les installations d'élevage d'animaux pour élever des hordes de rats et de puces infestées par la peste, et les crématoriums, dont les cheminées crachaient une fumée grasse et constante dans le ciel de Mandchourie, la seule tombe que les victimes connaîtraient jamais. Les pierres de Pingfang elles-mêmes semblaient personnifier une cruauté froide et calculatrice, un lieu totalement divorcé de la morale humaine. Entre ces murs, la vision d'Ishii faisait loi. Il était le tyran incontesté de ce royaume caché, un lieu si secret qu'il était officiellement désigné comme le département de prévention des épidémies et de purification de l'eau de l'armée du Kwantung, un titre anodin qui masquait une fonction d'une horreur presque inimaginable. C'est ici que les victimes, dépouillées de leur nom et de leur humanité, reçurent le nom de code glaçant qui définirait leur existence et leur fin. Maruta. Le mot japonais pour « bûche ». Ils n'étaient plus considérés comme des êtres humains, mais comme de la matière première, une matière inerte à scier, à brûler et à disséquer au service de la science tordue d'Ishii. Le complexe était une arme vivante, et les Maruta en étaient le combustible. Les individus qui disparaissaient dans les mâchoires de l'unité 730 et un n'étaient pas des statistiques sans visage. C'étaient des mères, des pères, des soldats, des intellectuels, des fermiers et des enfants, aspirés dans un vortex de sadisme scientifique d'où il n'y avait aucune échappatoire. Ils étaient les Maruta, les bûches, une désignation qui était la première étape d'un processus méticuleux de déshumanisation conçu pour permettre aux auteurs de commettre des actes indicibles sans l'interférence de leur conscience. La majorité de ces victimes sans défense étaient des Chinois combattants de la résistance capturés, prisonniers politiques, intellectuels et souvent de simples civils raflés au hasard par la Kempeitai, la brutale police militaire japonaise. Des familles entières pouvaient disparaître du jour au lendemain, leur présence sur Terre systématiquement effacée. Les prisonniers de guerre soviétiques, tant militaires que civils, constituaient également une part importante de la population captive, leurs visages reflétant la diversité ethnique de l'Union russe, coréens et mongols. Le processus de sélection était arbitraire et cruel. Quiconque était jugé anti-japonais ou simplement superflu pouvait devenir un candidat pour Pingfang. Ils étaient raflés sous prétexte d'être des espions ou des criminels, parqués dans des trains aux fenêtres occultées et transportés vers le complexe secret, leur voyage s'achevant dans un lieu qui ne figurait sur aucune carte. À leur arrivée, tout sentiment d'identité qui leur restait était violemment dépouillé. Leur nom était remplacé par un numéro à 3 chiffres. Ils étaient photographiés, de face et de profil, non pas pour être identifiés, mais pour être documentés, comme un spécimen catalogué avant une expérience. Leur vie passée, leur famille, leurs identités mêmes étaient rendues sans importance. Ils n'étaient plus que des corps, des réceptacles de chair et de sang à utiliser. La torture psychologique de ce processus est presque impossible à imaginer. Les victimes étaient logées dans des blocs carcéraux sous une observation constante et stérile. Elles étaient bien nourries et maintenues en bonne santé physique, non par humanité, mais pour la même raison qu'un scientifique maintient un stock sain de rats de laboratoire. Ils avaient besoin d'une ardoise vierge, d'un organisme sain sur lequel mesurer les ravages de la maladie, du démembrement et de la mort. Les gardes et les chercheurs ne parlaient pas d'eux comme de personnes, mais comme d'objets, une astuce linguistique qui achevait le désengagement moral. Une jeune femme en bonne santé devenait une bonne bûche pour les tests de gelure. Un enfant devenait un sujet pour l'efficacité des pathogènes. Cette déshumanisation systématique était le fondement philosophique de l'unité 731. C'était l'anesthésique qui engourdissait l'âme des exécuteurs, leur permettant d'accomplir la volonté de leur tyran, Shiro Ishii. Leur sort était presque toujours tragique, une descente lente et terrifiante dans une souffrance inimaginable, leurs derniers moments étant enregistrés non pas avec compassion, mais avec la curiosité froide et détachée d'un botaniste étudiant une plante mourante. Ils étaient piégés, leur lutte n'étant pas seulement de survivre, mais de maintenir une lueur de leur propre humanité face à une force écrasante conçue pour l'éteindre entièrement. Dans les laboratoires froids et stériles de Pingfang, la perversion de la science médicale atteignit son zénith absolu avec la pratique de la vivisection humaine.
Il ne s'agissait pas d'une horreur rare ou isolée, mais d'une procédure de routine, à la chaîne, une pierre angulaire de la recherche qui, selon Shiro Ishii, l'élèverait, lui et l'Empire japonais, à la grandeur. La justification scientifique supposée était d'observer le fonctionnement interne du corps humain en temps réel, de voir les organes fonctionner, d'étudier la progression des maladies et les effets des traumatismes au moment où ils se produisaient dans un système vivant. Mais cette justification clinique n'était qu'un voile mince et transparent sur un acte de sadisme suprême. Les victimes, les Maruta, étaient traînées hors de leurs cellules et solidement attachés à des brancardes métalliques dans des salles d'opération qui ressemblaient plus à des boucheries. Ils étaient pleinement conscients. L'anesthésie était délibérément refusée car on pensait qu'elle pourrait altérer les réponses physiologiques étudiées. La terreur de ces derniers instants est un abîme d'horreur que l'esprit moderne peine à franchir. Imaginez l'acier froid contre votre dos, l'odeur d'antiseptique ne parvenant pas à masquer l'odeur cuivrée du sang, la conversation désinvolte des chirurgiens alors qu'ils choisissent leur scalpel. Puis, la première incision. Les cris qui suivaient n'étaient pas considérés comme des plaintes de souffrance humaine, mais simplement comme des données auditives, un sous-produit gênant de l'expérience. Des équipes de médecins et de techniciens, les exécuteurs complices du système, travaillaient avec une efficacité exercée et désensibilisée. Ils ouvraient une cavité thoracique pour observer un cœur vivant battre, chronométrant son rythme tandis que la victime se vidait lentement de son sang. Ils retiraient les organes un par un estomac, un rein, une section d'intestin pour voir combien de temps le corps pouvait survivre sans eux. Ils pratiquaient des vivisections sur des prisonniers délibérément infectés par des maladies comme la peste, les disséquant à différents stades de la maladie pour tracer son évolution pathologique à travers les tissus vivants. Des femmes enceintes, souvent fécondées par les propres médecins de l'unité, étaient vivisectées afin que les chercheurs puissent étudier les effets d'un traumatisme sur un fœtus. Des membres étaient amputés et parfois grossièrement rattachés du côté opposé du corps pour étudier l'apparition de la gangrène. Des portions du cerveau, du foie ou des poumons étaient retirées pour observer les défaillances systémiques qui en résultaient. L'accent était toujours mis sur la souffrance interne et la motivation. Une lentille psychologique qui cadrait l'agonie des victimes comme de simples points de données dans une expérience grandiose et horrible. Tel était le monde que Shiro Ishii avait créé, un lieu où le serment d'Hippocrate était inversé, où les outils de guérison devenaient des instruments de torture et où le corps humain était traité comme rien de plus qu'une machine biologique à démonter. La curiosité scientifique de Shiro Ishii et de ses subordonnés ne se limitait pas au théâtre stérile de la vivisection. Elle s'étendait aux forces élémentaires de la nature, cherchant à comprendre et à militariser l'environnement même contre le corps humain. Les hivers mandchous, avec leur température glaciale en dessous de zéro, fournissaient le laboratoire naturel parfait pour certaines des expériences les plus notoirement cruelles de l'unité 731, l'étude des gelures. Il ne s'agissait pas de recherches visant à sauver les soldats du froid, mais d'une exploration morbide de l'endurance humaine poussée bien au-delà de toute limite imaginable. Des Maruta étaient conduits à l'extérieur en plein hiver, parfois nus, et forcés de rester debout pendant des heures tandis que le vent glacial déchirait leur peau. Dans une version plus contrôlée de l'expérience, leurs membres étaient submergés dans des bacs de glace et d'eau jusqu'à ce qu'ils soient entièrement gelés. Un chercheur, souvent un jeune membre ambitieux du corps de jeunesse de l'unité, tapotait alors le membre gelé avec une canne. Il produisait un son semblable à celui d'un bloc de bois. Le test consistait à voir ce qui se passerait ensuite. Les méthodes de décongélation étaient variées et grotesques. Parfois, le membre gelé était simplement laissé à décongeler à l'air libre. D'autres fois, il était arrosé d'eau glacée, tiède ou bouillante pour observer les différences dans la décomposition des tissus. Les résultats étaient, comme on pouvait s'y attendre, horribles. La chair, privée de sang, commençait à pourrir, devenant noire et se séparant de l'os. Les chercheurs photographiaient et documentaient méticuleusement chaque étape de la nécrose et de la gangrène, tandis que la victime, pleinement consciente et sans anesthésie, regardait son propre corps se décomposer. Dans de nombreux cas, les membres étaient si complètement détruits que la chair pouvait être pelée de l'os à la main, laissant un appendice squelettique attaché à un être humain vivant et hurlant. C'étaient les données brutes qu'Ishii convoitait. L'inverse de cette cruauté élémentaire fut exploré dans les caissons à pression de l'unité. Des prisonniers étaient enfermés à l'intérieur de ces conteneurs scellés, et la pression était progressivement augmentée. Ils testaient les limites de la tolérance humaine, cherchant des informations pertinentes pour l'aviation à haute altitude. Les victimes se tordaient d'agonie tandis que la pression immense écrasait leur corps
leurs yeux sortant de leurs orbites, leurs organes internes se rompant. Dans d'autres expériences, la pression était rapidement diminuée, simulant les effets d'une décompression soudaine. Le résultat était une forme macabre de la maladie de décompression, mais poussée à un extrême létal. Des bulles gazeuses se formaient dans la circulation sanguine, provoquant des embolies massives et une mort rapide et atroce. Dans ce royaume de la douleur, même l'air que vous respiriez et le froid sur votre peau étaient retournés contre vous, chaque processus naturel inversé pour devenir un instrument d'un mal typiquement humain. Le but ultime de l'unité 731, l'étoile noire autour de laquelle gravitaient toutes ces autres atrocités, était le développement d'armes biologiques. Shiro Ishii était un messie de la guerre bactériologique, et le complexe de Pingfang était son temple, dédié à la production de masse des agents pathogènes les plus virulents du monde. Dans les laboratoires de culture sécurisés, ces équipes de microbiologistes travaillaient sans relâche pour élever des quantités monstrueuses de maladies. Ils cultivaient de vastes cultures de Yersinia pestis, la bactérie qui cause la peste bubonique, la peste noire qui avait terrorisé l'Europe médiévale. Ils cultivaient Bacillus anthracis pour le charbon, Vibrio cholerae pour le choléra, et les bactéries responsables de la typhoïde, de la dysenterie et de la morve. Ishii ne se contentait pas de transformer ces tueurs naturels en armes, il cherchait à les rendre encore plus mortels, en expérimentant avec différentes souches pour augmenter leur virulence et leur létalité. Les Maruta étaient le terrain d'essai de ces assassins invisibles. Attachés à des rangées de poteaux dans un champ ouvert, ils devenaient des cibles humaines pour l'arsenal diabolique d'Ishii. Des bombes remplies de puces infestées par la peste étaient déclenchées au-dessus d'eux, les arrosant de ces minuscules vecteurs de mort. Des chercheurs en combinaison de protection observaient ensuite et enregistraient méticuleusement les résultats. Ils notaient la période d'incubation, l'apparition de la fièvre, le gonflement des ganglions lymphatiques en bubons noircis, l'hémorragie interne et les derniers râles d'agonie. D'autres Maruta étaient infectés plus directement. On leur donnait de la nourriture mélangée à du choléra ou de la typhoïde, leur descente subséquente dans une maladie violente et la déshydratation fournissant des données précieuses sur les taux d'infection. Certains étaient simplement rassemblés dans une pièce et aspergés d'un nuage d'aérosols de charbon, transformant leurs poumons en une masse nécrotique et remplie de liquide. Ce n'étaient pas des morts rapides. Elles étaient lentes, horribles et observées avec le détachement froid d'un scientifique regardant une réaction chimique. Chaque toux, chaque convulsion, chaque goutte de sang était un point de données à inscrire dans un registre. L'ampleur de l'opération était stupéfiante. Les laboratoires d'Ishii pouvaient produire suffisamment de puces porteuses de la peste en quelques mois pour tuer chaque être humain sur la planète plusieurs fois. Telle était sa vision de la guerre totale. Une mort silencieuse et insidieuse qui submergerait des populations entières, une arme contre laquelle il n'y avait aucune défense. Le coût humain de cette recherche entre les murs de Pingfang fut immense, avec des milliers de Maruta périssant dans ces épidémies orchestrées. Mais ce n'était que la répétition. L'acte final du grand et horrible drame d'Ishii se déroulerait à l'extérieur du laboratoire, dans les villes et villages sans méfiance de la Chine continentale. Les horreurs conçues entre les murs de l'unité 730 et 1 n'étaient pas destinées à rester un secret de laboratoire. C'étaient des armes, et Shiro Ishii était impatient de les voir déployées. À partir de la fin des années 1930 et s'intensifiant tout au long du début des années 1940, l'armée impériale japonaise déchaîna les fléaux de Pingfang sur la population civile de la Chine. Il ne s'agissait pas de guerre au sens conventionnel du terme. C'était du bioterrorisme d'État à une échelle qui reste inégalée. Les méthodes de dissémination étaient aussi ingénieuses que dépravées. Des avions japonais volaient à basse altitude au-dessus des villes et villages ciblés, non pas pour larguer des bombes, mais pour libérer des conteneurs remplis de céréales et de riz mélangés à des puces infestées par la peste. Pour les civils sans méfiance en dessous, cela ressemblait à un acte étrange, être même bienveillant. Les enfants couraient ramasser les céréales, introduisant sans le savoir les agents de leur propre mort dans leur foyer. Dans d'autres attaques, les avions larguaient des bombes en porcelaine, conçues non pas pour exploser avec des éclats d'obus, mais pour se briser à l'impact, dispersant un nuage d'agents pathogènes comme le charbon ou le choléra sur une vaste zone. Les sources d'eau, puits, rivières et réservoirs étaient contaminées par la typhoïde et la dysenterie, rendant malades des communautés entières de l'intérieur. Des villes comme Ningbo, Chang et de nombreux endroits dans les provinces du Zhejiang et du Hunan devinrent les épicentres de ces épidémies créées par l'homme. Les médecins locaux, ignorant l'origine sinistre,
furent submergés par des flambées soudaines et explosives de maladies qu'ils avaient rarement vues. La peste bubonique, une terreur médiévale, réapparut soudainement, balayant les quartiers avec une vitesse terrifiante. La souffrance fut immense. Des familles entières furent anéanties, leurs corps laissés dans les rues tandis que la peur et la paranoïa s'emparaient des survivants. L'armée japonaise faisait souvent suivre ces attaques biologiques d'assauts terrestres conventionnels, s'installant pour occuper des zones dont les populations avaient été décimées et démoralisées par la maladie. Ishii lui-même supervisait souvent ces opérations, tirant une fierté macabre de l'efficacité de ses créations. Il se rendait sur les lignes de front, pratiquant parfois des autopsies sur les victimes de ces fléaux pour recueillir plus de données, toujours le scientifique au milieu du carnage qu'il avait provoqué. Il est impossible de connaître le véritable bilan de ces attaques. Les estimations vont de dizaines de milliers à un demi-million de civils chinois innocents. Ils furent les ultimes victimes sans défense, sans avertissement, sans chance de se défendre, tués par un ennemi qu'ils ne pouvaient pas voir, pour des raisons qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Leur destin tragique fut un témoignage glaçant de la portée de l'obsession d'Ishii, un mal qui ne pouvait être contenu par les clôtures de son camp mandchou. La monstrueuse machinerie de l'unité 730 et un n'aurait pas pu fonctionner avec un seul homme à sa tête. Shiro Ishii en était l'architecte et le tyran, mais sa vision fut rendue possible et exécutée par un vaste réseau de milliers d'individus, les exécuteurs complices du système. Il ne s'agissait pas, pour la plupart, de brutes ou de monstres stéréotypés. C'étaient les meilleurs et les plus brillants du Japon, des médecins estimés des meilleures universités, de jeunes scientifiques brillants, des techniciens qualifiés et des soldats disciplinés. Ils étaient les rouages de la grande machine à broyer les atrocités, et leur faillite morale collective peut être aussi troublante que la dépravation personnelle d'Ishii. Comment tant de personnes éduquées et civilisées ont-elles pu participer à une cruauté aussi systématique? La réponse réside dans un cocktail toxique de facteurs qui a créé une culture d'obéissance absolue et de nihilisme moral entre les murs de Pingfang. Le fondement était l'ultranationalisme fanatique qui s'était emparé du Japon. On disait au personnel qu'il était en première ligne d'une guerre secrète, développant des armes miracles qui assureraient le destin divin de l'Empire japonais. Leur travail était présenté comme la plus haute forme de patriotisme. Les Maruta n'étaient pas des humains mais des obstacles sous-humains à ce destin. Cette idéologie servait de puissant tampon psychologique, transformant des actes de torture en actes de service national. L'ambition était un autre puissant facteur de motivation. Pour un jeune scientifique ou médecin, une affectation à l'unité 730 était une voie rapide vers le prestige et la promotion. C'était un lieu de financement illimité, d'équipements de pointe et, de manière plus séduisante, d'une absence totale de contraintes éthiques. Il pouvait mener des expériences sur des sujets humains qui seraient impensables partout ailleurs dans le monde, publiant des recherches sous des termes déguisés qui feraient avancer leur carrière. Ils étaient moralement compromis par l'attrait du gain professionnel, troquant leur humanité contre une place dans l'élite scientifique. La peur et la pression des pairs jouaient également un rôle crucial. L'unité était une organisation militaire très secrète. La dissidence n'était pas tolérée. Contester le travail revenait à contester l'empereur et l'État lui-même, un acte de trahison aux conséquences fatales. Les nouvelles recrues étaient initiées progressivement à la culture de la cruauté, commençant souvent par des tâches banales, avant d'être rapprochées de plus en plus des vivisections et des expériences humaines. Cette lente désensibilisation, associée au renforcement constant de la part des pairs et des supérieurs, érodait leur boussole morale jusqu'à ce que l'impensable devienne la routine. Le portrait de ces personnages n'est pas celui d'un mal simple, mais celui d'une capitulation psychologique complexe, mettant l'accent sur leurs motivations internes et leur rôle dans la dynamique de pouvoir étouffante de l'unité. C'étaient des hommes qui apprirent à voir les êtres humains comme des données, à entendre les cris comme du bruit et à considérer la mort comme un résultat expérimental réussi. Ils étaient la preuve que le mal n'est pas toujours une aberration monstrueuse. Parfois, c'est un consensus silencieux, bureaucratique et systématique entre des hommes ordinaires. À l'été de 1945, le destin divin promis par les militaristes japonais s'effondrait dans un cauchemar de bombardements incendiaires et de défaites. Pour Shiro Ishii et le personnel de l'unité 731, la fin imminente de la guerre ne signifiait pas seulement une perte militaire, mais une menace existentielle. L'invasion soudaine de la Mandchourie par l'Union soviétique le 9 août fut le coup de grâce final. L'armée rouge avançait, et Pingfang,
avec ses milliers de prisonniers vivants et ses montagnes de preuves accablantes, se trouvait directement sur son chemin. L'ordre final du quartier général impérial de Tokyo fut absolu. Effacez l'unité 731 de la surface de la Terre. Ne laissez aucune trace. Ne laissez aucun témoin. Ce qui suivit fut un dernier spasme frénétique de fureur homicide et de destruction systématique. Ishii orchestra la dissimulation avec la même efficacité méticuleuse qu'il avait appliquée à ses recherches. La priorité absolue était l'élimination des Maruta restants. Les centaines de prisonniers qui croupissaient encore dans les cellules ne devaient pas tomber aux mains des Soviétiques. Leur récit exposerait toute l'opération. Ils furent assassinés en masse. Certains furent gazés dans leurs cellules, d'autres reçurent de la nourriture empoisonnée, et les autres furent exécutés par les gardes. Leurs corps, ainsi que les milliers de spécimens humains conservés dans du formol, furent jetés dans des fosses, arrosés d'essence et incinérés. Pendant des jours, les crématoriums de Pingfang fonctionnèrent à plein régime, leurs cheminées crachant une épaisse fumée noire qui transportait les cendres des dernières victimes à travers les plaines de Mandchourie. Simultanément, des équipes de démolition s'attelèrent à la destruction du complexe lui-même. Des explosifs furent placés dans les laboratoires, les blocs carcéraux et les bâtiments administratifs. Dans une série d'explosions massives, la cité de la mort fut réduite à une montagne de décombres et d'acier tordu. Des milliers de documents de recherche, de photographies et de registres d'expériences furent minutieusement brûlés. Ishii rassembla ensuite tout son personnel, des plus grands scientifiques aux techniciens du plus bas niveau. Il leur donna ses derniers ordres, se disperser à travers la Chine et tenter de regagner le Japon. Il leur distribua des fioles de cyanure de potassium, leur ordonnant de se suicider plutôt que d'être capturés. Il leur interdit formellement de jamais parler de leur travail à quiconque ou d'occuper un poste public dans le Japon d'après-guerre. Il mit ensuite en œuvre son propre plan d'évasion, simulant sa mort lors de funérailles mises en scène pendant qu'il fuyait avec sa famille, emportant avec lui l'atout le plus précieux et le plus accablant de tous, les données, l'aboutissement de plus d'une décennie d'expérimentation humaine, qu'il ne voyait pas comme une marque de honte, mais comme sa monnaie d'échange suprême. La fin de la guerre n'apporta pas la justice aux victimes de l'unité 731. Au lieu de cela, elle apporta un dernier acte cynique de trahison qui allait empoisonner les puits de l'histoire pendant des décennies. Shiro Ishii, l'architecte de souffrances indicibles, réussit à rentrer au Japon et à se cacher, ses fausses funérailles lui fournissant une couverture initiale. Mais les services de renseignement américains, dirigés par l'autorité d'occupation du général Douglas MacArthur, retrouvèrent bientôt sa trace. Ils connaissaient l'existence du programme de guerre biologique et cherchaient désespérément à en comprendre les capacités. Lorsqu'ils acculèrent finalement Ishii en 1946, il ne fut pas accueilli par des menottes et un tribunal pour crimes de guerre, mais par une table de négociation. Ce qui s'ensuivit fut l'un des marchés les plus moralement corrompus du XXe siècle. Ishii et ses meilleurs chercheurs détenaient l'atout ultime, des années de données inestimables sur l'expérimentation humaine, détaillant les effets de la peste, du charbon, des gelures et de la vivisection des informations que les États-Unis ne pourraient jamais obtenir par leurs propres recherches en raison de contraintes éthiques et légales. En échange de la remise de ce trésor de connaissances horriblement acquises, Shiro Ishii, ainsi que tout le personnel majeur de l'unité 731, se virent accorder l'immunité totale et secrète contre les poursuites pour crimes de guerre. Le pacte avec le diable fut conclu. Tandis que les médecins nazis qui avaient mené des expériences humaines similaires, bien que sans doute moins étendues, étaient jugés et pendus à Nuremberg, leurs homologues japonais étaient débriefés par des scientifiques américains. Les vastes archives de l'unité 730 et les registres de la douleur, les rapports d'autopsie des vivisectés, les graphiques de progression des maladies des personnes intentionnellement infectées furent emballés et expédiés à Fort Detrick, dans le Maryland, le centre du programme d'armes biologiques des États-Unis. Le gouvernement américain classifia toute l'affaire au plus haut niveau, enterrant la vérité par crainte de l'indignation publique et des ramifications géopolitiques si l'Union soviétique apprenait l'existence de l'accord. Ishii et ses complices furent libérés. Beaucoup poursuivirent des carrières distinguées et lucratives dans les domaines mêmes qu'ils avaient si horriblement pervertis, devenant doyens de facultés de médecine, fondateurs de sociétés pharmaceutiques et figures éminentes de l'établissement médical japonais. Shiro Ishii lui-même vécut le reste de ses jours dans une relative obscurité, mourant d'un cancer de la gorge en 1959.
Cet acte final se conclut par une réflexion sombre et philosophique sur la réalité glaçante de cette histoire. La poursuite de la sécurité nationale et de l'avantage militaire a conduit les vainqueurs à compromettre les principes mêmes de justice pour lesquels ils prétendaient se battre. Le coût humain a été effacé. Les victimes ont été réduites au silence 2 fois, d'abord par leurs meurtriers, puis par le silence de la réelle politique d'après-guerre. Les fantômes inquiets des Maruta hantent le récit du XXe siècle, un rappel permanent et troublant que dans le calcul du pouvoir, la vie humaine peut être réduite à une simple variable et que même les maux les plus monstrueux peuvent être aseptisés, classifiés et, finalement, pardonnés au nom de l'avantage stratégique.